Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le clitoris sera au cœur de notre émission ce soir. Le clito, le bourgeon, le bonbon, le bouton de rose, l'écrevisse, la fraise, la perle ou quel que soit le nom qu'on lui a donné au fil des siècles, le clitoris est le grand oublié du corps des femmes, le grand absent des planches anatomiques. Il faudra attendre 1998 pour que l'on redécouvre le clitoris grâce aux recherches d'une neurologue australienne, Hélène O'Connell, qui va le représenter visuellement. À travers cet oubli, c'est le plaisir des femmes qu'on a voulu étouffer, confisquer, un plaisir toujours tabou aujourd'hui. Comment rendre aux femmes la liberté d'avoir du plaisir? On en discute ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. La confiscation politique du plaisir des femmes, on va en discuter avec nos trois invités dans le cadre d'une exposition qui s'est ouverte cette semaine à l'ULB, l'expo Clito, la seconde origine du monde. C'est son titre et elle est ouverte au public dans la salle Allende sur le campus du Solbosch à Ixelles. Alors j'ai le plaisir d'accueillir en studio Sylvie Losberg. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, psychanalyste et directrice de la cellule études et stratégies au Centre d'action laïque. À vos côtés, Alexandra Detro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne, sexologue et vous exercez depuis une vingtaine d'années. Et enfin, Joëlle Winkel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes kinésithérapeute spécialisée en périnatalité, formatrice également en mécanique du bassin. Alors, Sylvie Losberg, j'ai parlé de la redécouverte du clitoris en 1998, mais on parle bien de redécouverte parce qu'en fait, on savait qu'il existait, ce clitoris. En 1559, Rialdo Colombo avait déjà fait référence au plaisir et il parle du clitoris comme le siège de la délectation des femmes. Alors comment expliquer qu'on l'a rayé de la carte pendant si longtemps ? Alors là, on est en pleine Renaissance et ce qui va se passer dans l'histoire, c'est quand même la mainmise sur les États d'une politique à la fois patriarcale et religieuse. Très clairement, à l'époque contemporaine, en Belgique par exemple, dès qu'on a été sous régime français, on a adopté le Code civil de Napoléon qui estime que les femmes sont des non-sujets. C'est comme les condamnés, les personnes déficientes et les enfants, les femmes n'ont pas de droit. Même pas sur leur propre corps. Pourquoi ? Parce que ce qu'on cherche à mettre en évidence, c'est la nécessité de faire des enfants et les femmes ont été considérées, même par la médecine très longtemps, comme des simples réceptacles. Et quand on fait des enfants, il faut que ce soit des enfants du mari. Et donc la question du plaisir féminin, c'est au fond la question du vice. Il faut qu'elle fasse l'amour pour avoir des enfants, point barre. Et donc là, on voit bien tout le discours, évidemment, de l'Église, mais pas seulement sur les moyens de contraception. Donc on a d'un côté contrôlé la reproduction et de l'autre côté sanctionné le vice. Et c'est vraiment la double figure de la mère et de la putain. C'est la raison pour laquelle le clitoris, d'une façon volontaire ou non, parce que c'est pas forcément volontaire, a été oblitéré non seulement des manuels d'anatomie, mais aussi de la pensée. On n'a pas pu le penser parce que ça venait au fond réintroduire un élément qui était déstabilisateur pour les sociétés telles qu'elles se sont structurées. Oui, donc ça veut dire que vraiment depuis, quand on s'est rendu compte qu'il n'était pas utile vraiment à la reproduction, là, on le raye de la carte, il devient tabou, quoi. Le plaisir devient tabou. Oui, on ne veut pas que les femmes aient du plaisir, parce que si elles veulent avoir du plaisir, elles ne vont pas forcément se satisfaire de leur mari, elles vont aller voir le voisin ou quelqu'un d'autre, et là, on met en péril toute la lignée, c'est-à-dire vraiment ce qui fait l'essence même de l'humanité pour ces personnes, c'est-à-dire une lignée patriarcale. Je rappelle quand même que jusque à la fin du Moyen-Âge et même à l'époque Renaissance et temps moderne, on estime qu'il n'y a rien dans le corps humain qui donne quelque chose à l'enfant. Ce n'est qu'un réceptacle. Et après, on va découvrir en fait les ovaires, ce qu'on appelle les gonades, donc les organes reproducteurs, à travers la question des douleurs des femmes. Et là, peut-être, on aura une ouverture vers, je dirais, une compréhension un peu plus fine de ce que c'est la sexualité et la reproduction au féminin. Mais je pense que ça, on va pouvoir en parler un peu plus tard. Mais oui, mais donc on continuera à en parler. Mais c'est vrai qu'Alexandra Detro, est-ce que ce tabou autour du clitoris et donc du plaisir sexuel féminin, on voit qu'il est historiquement ancré, mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est toujours un tabou ? Alors, heureusement, de moins en moins, grâce entre autres à l'exposition du Clito et l'émission qu'on organise aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans
dans le décours du XXe siècle, il y a eu quand même des pionniers au niveau de la sexualité humaine. Je citerai Alfred Kinsey, qui était en fait un biologiste qui, dans les années 40-50, en fait, a mené des enquêtes auprès de, je crois, 600 personnes, hommes et femmes. Et il est un des premiers à avoir remarqué qu'en fait, la masturbation était une pratique tout à fait normale et présente chez les hommes comme chez les femmes. Vous avez aussi William Masters, qui est gynécologue, et Virginia Johnson, qui est sexologue, qui, dans les années 60 et 70, qui ont aussi étudié en fait le comportement sexuel humain, qui ont développé des thérapies sexologiques. Ils ont aussi mis en évidence les différentes phases de la réponse sexuelle féminine et masculine. Donc, malgré la présence de ces pionniers, il y a quand même eu des théories très délétères concernant la sexualité féminine. Je citerai les plus connus. Il y a d'abord Freud, qui en 1905, dont les 3 essais sur la théorie sexuelle, qui affirmait qu'en fait le clitoris était un reliquat embryonnaire, donc c'était un pénis tronqué auquel les petites filles devaient renoncer justement dans l'espoir de devenir des femmes, elles devaient y renoncer pour s'intéresser à leur vagin. Et donc il considérait que le plaisir sexuel était proprement masculin, et donc les petites filles qui développaient leur envie du pénis, donc ça c'est le concept qu'il avait développé, donc il invitait les femmes à ne pas chercher en tout cas de plaisir, ne pas chercher à être des petits garçons, et que pour devenir une femme, elle devait effectivement s'intéresser à son vagin. Et donc vous avez une autre théorie qui a été assez néfaste concernant la sexualité féminine. Le livre qui a été édité en 1982 par Ladas Perry-Whipple, donc sur le point G. Ils sont partis en fait d'une poignée de témoignages de femmes, mais qui n'ont pas validé scientifiquement. Et en fait, cette théorie a eu vraiment des effets désastreux, parce que moi, depuis une quinzaine d'années, quand je vois des femmes en consultation qui me demandent « Mais au fond, madame, où se trouve mon point G ? Je le cherche, je ne le trouve pas. » Et je leur dis écoutez, ne le cherchez pas, il n'existe pas. Donc, en fait, ce livre a eu en fait un retentissement assez important dans les années 80. Il a été vendu en plusieurs millions d'exemplaires, et donc il a détourné aussi l'attention des femmes et des hommes aussi, donc du clitoris vers le vagin. Et donc, pour revenir sur Hélène O'Connell, dont vous parliez tout à l'heure, elle a mené une étude en 2017 et elle a observé et étudié une dizaine de cadavres de femmes et elle a observé que dans le vagin, il n'existait pas de structure anatomique distincte du clitoris capable de provoquer un orgasme. Donc, il n'y a pas d'orgasme distinct du clitoris. Donc, s'il y a un orgasme pendant une pénétration vaginale, il s'agit en fait d'un orgasme clitoridien. D'accord. Alors du coup, quand on entend tout ça, je me tourne vers vous, Joëlle Hunkel, parce que est-ce que les femmes... si on écoute Alexandra De Traux, on voit qu'en fait beaucoup de femmes ne connaissent pas nécessairement bien leur anatomie, ne connaissent pas nécessairement le fonctionnement du plaisir sexuel féminin. Ça, vous le constatez dans les patientes que vous avez ? Alors moi, ça fait plus de 30 ans que j'exerce et j'ai vu une évolution quand même. Mais ce qui est quand même très interpellant, c'est que c'est souvent à travers la souffrance que les femmes découvrent leur corps. C'est-à-dire quand elles ont eu mal ou qu'elles ont eu des difficultés dans leurs relations sexuelles, ou après un accouchement qui a été pénible. Et donc on parle rarement de plaisir en consultation. Oui, on parle plutôt de douleur. Ça veut dire qu'on associe à la douleur. Donc énormément de femmes consultent pour des douleurs. Elles consultent pour des douleurs ou pour des problèmes où elles n'arrivent pas à satisfaire le besoin de leur conjoint, dans la pénétration par exemple, ou parfois simplement elles ne comprennent pas du tout qu'il y a moyen d'avoir du plaisir. Je suis très étonnée de voir des femmes, j'ai eu quand même beaucoup de femmes que j'ai préparées à l'accouchement, accompagnées à l'accouchement, rééduquées après, qui n'avaient jamais imaginé qu'elles pourraient avoir autant de plaisir que par après tout un travail qu'elles ont fait avec des collègues à moi ou des personnes comme Madame de Traux en psycho et en sexualité, etc. Donc, en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est le plaisir est rarement ce qu'on recherche. Et donc, comment vous l'expliquez ? Même dans les séances. Donc, je veux dire, les gens viennent faire leur rééducation, les femmes viennent avec plutôt... on va faire sa rééducation parce qu'il faut le faire, c'est important. Alors, et la notion de plaisir n'est pas du tout la première préoccupation. Exactement. Alors que pour moi, c'est vraiment quelque chose... La même chose avec des femmes âgées qui viennent pour des troubles de continence ou autres. C'est d'abord le plaisir de se redécouvrir ou de se découvrir pour une fois. Et donc, c'est vrai que l'anatomie...
Parfois, on la présente fort sur des papiers. Et donc, moi, dans ma façon de travailler, j'ai toujours voulu que les femmes touchent. Bon, il y a la fameuse phrase de Michel-Ange, toucher donne existence, qu'on ne peut montrer différemment. C'est vrai que le petit garçon, lui, il a son sexe qui est extérieur, donc il le touche facilement, même sans le vouloir. La petite fille, il faut qu'elle aille toucher. Et donc, c'est pas facile. Et je pense que le regard aussi des parents, c'est plus compliqué de voir une petite fille qui commence à écarter ses lèvres et qui va voir ce qui se passe, que de voir un petit garçon qui se touche gentiment la floche, comme on dit. Donc, c'est très différent. Et donc, par exemple, moi, souvent, en rééducation, je commence par simplement dire « Est-ce que vous avez déjà regardé ? Est-ce que vous avez déjà mis un miroir ?» Donc, je conseille souvent aux femmes simplement de mettre un miroir. Et les femmes disent « Ah non, mais c'est pas beau. » Déjà, il y a tout ce côté pas beau. Comme si un sexe d'homme et des testicules pouvait être très joli aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas une question d'esthétique, c'est une question... voilà. Donc, c'est vrai qu'aller découvrir et voir des vulves différentes, ça permettrait vraiment de ce que les femmes puissent déjà se trouver belles. Souvent, elles veulent refaire de la chirurgie déjà, elles veulent correspondre à un modèle, alors que, voilà, il n'y a pas de vulve les mêmes, il n'y a pas de clitoris les mêmes, il n'y a pas... Et donc voilà, de se toucher. Moi, je suis vraiment dans l'idée de se toucher. Et moi, ça me dérange en tant que kiné. Et pourtant, il y a énormément de gens qui travaillent comme ça. Les sages-femmes ont un toucher très respectueux. Beaucoup de kinés aussi, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je trouve que toucher une intimité que la propre femme ne connaît pas devrait être première par la femme elle-même dans son intimité, et pas un professionnel qui arrive avec des gants en plastique et qui viennent toucher. Donc moi, je préfère que les femmes commencent par découvrir, et je leur dis toujours, partez avec cette idée que c'est magnifique et que c'est joli. Alors, j'ai envie de vous faire réagir, Sylvie Losberg, sur peut-être quelque chose qui a été dit au début de l'intervention de Joël Winkel, c'est la question de la douleur. On a l'impression que les femmes et les médecins, ou la médecine qui s'est intéressée aux femmes, à la santé des femmes, à la sexualité des femmes, ça a toujours été pour cette question de la douleur. Même Freud aussi s'est intéressé un peu quand même à la sexualité des femmes, mais via ce prisme, on va dire, de la douleur. On voit la sexualité pas du tout de nouveau dans l'histoire comme un plaisir quand on parle de la sexualité des femmes. Oui, certainement sur le plan médical, c'est la question de la douleur qui permet finalement une exploration et une meilleure compréhension de comment le plaisir vient aux femmes. Je suis toujours assez embêtée quand on jette Freud avec l'eau du bain, parce qu'il faut quand même replacer Freud dans son temps, et qu'il a quand même permis aux femmes de parler de la question de la sexualité à une époque où c'était tout à fait interdit et où elles n'avaient aucun accès à rien du tout. Donc la question de la douleur, c'est pas seulement la douleur physique, c'est aussi les manifestations hystériques, les crises de nerfs. Et à travers Mesmer d'abord, l'hypnose et Freud ensuite, on va faire un lien entre finalement ces troubles des femmes qui sont liés à quelque chose de la sexualité qui est barrée. Et à partir de là, on va travailler plutôt sur aussi le psychisme du plaisir. Et on sait très bien qu'on peut avoir un plaisir mécanique, mais que il y a beaucoup aussi de psychisme, l'accès au fantasme, la possibilité finalement de conjoindre en nous des choses qui nous échappent, que ce soit du côté de l'esprit ou du côté du corps. Alors sur la question de la douleur, c'est le véhicule qui permet aujourd'hui finalement aussi de dépasser cette question-là, pour aller, parce que si on veut apaiser la douleur, on va quand même dans le sens de bien-être des femmes. Et puis le bien-être, c'est la notion de santé sexuelle qu'on a aujourd'hui, qui est très récente, c'est aussi le plaisir. La santé, c'est pas l'absence de douleur. La santé, c'est le bien-être. Et bien sûr, on sait que quand
on a un orgasme ou beaucoup de plaisir, eh bien, on est beaucoup mieux, on est dans le bien-être. Donc, il y a quand même une évolution. Je voudrais aussi revenir sur la question de la représentation, parce que vous avez parlé au début du bouton de rose, et on voit que la question du clitoris, elle reste quand même très réduite au niveau de la visualité. Hein. Donc, Joël Winkel dit, il faut toucher, il faut regarder, mais le clitoris, il est invisible. On voit le petit bout du clitoris. Hein. Et depuis quelques années, notamment avec le Conseil des femmes et le CAL aussi, on a fait beaucoup de sensibilisation sur la forme spécifique de ce clitoris qui enveloppe carrément le corps de la femme à l'intérieur. C'est devenu presque un symbole des luttes féministes aujourd'hui, le clitoris, la forme du clitoris. Alexandra de Troze, Joël Winkel nous disait qu'elle reçoit notamment des femmes qui viennent effectivement après un accouchement et qui sont là un peu par obligation parce qu'on leur a dit qu'elles devaient venir et pour lesquelles le plaisir n'est pas du tout au premier plan, n'est pas le premier objectif. Est-ce que vous aussi, vous recevez des patientes, jeunes mères ou non, mais où vous sentez qu'effectivement le plaisir n'est pas dans leur priorité parce que d'autres choses, c'est difficile de concilier le plaisir sexuel féminin avec la maternité? Oui, en effet, j'ai plusieurs personnes auxquelles je pense qui sont venues me consulter juste après avoir mis au monde des bébés, parfois plusieurs bébés, parfois très tristes, mais aussi parfois très très en colère. J'ai eu plusieurs patientes qui m'ont dit mais pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas prévenus? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit que ça serait si difficile, hein? Donc il y a vraiment cet étonnement par rapport au fait qu'être mère et s'occuper d'un bébé, c'est une forme d'abnégation en fait pour ces femmes, d'autant plus que les congés de maternité ne sont pas égaux en temps donc pour les pères et les coparents, et donc les femmes se retrouvent très vite toutes seules à la maison avec énormément de charges. Elles n'ont pas toujours le soutien de la famille proche, soit parce qu'elle est trop éloignée géographiquement parlant, soit parce que les grands-parents travaillent encore, et donc ce sont des femmes qui se retrouvent vraiment, je dirais, noyées parfois vraiment par les tâches domestiques, le fait de prendre soin d'un bébé qui demande, on le sait bien, énormément d'énergie quand ils sont tout petits. Et donc la question du plaisir, forcément, devient complètement secondaire dans ce contexte. Et les femmes ont tendance, effectivement, elles sont d'abord des mères avant d'être des femmes, avant de découvrir qu'elles sont aussi des femmes. Et donc, si on ne leur donne pas l'occasion de se rappeler qu'elles sont des femmes, alors elles restent des mères. Il y en a beaucoup, effectivement, comme le dirait bien Joël, qui s'enferment dans ce rôle de la maternité aussi. Et je pense que oui, il y a certainement des choses à mettre en place pour permettre aux mères de se souvenir qu'elles sont aussi des femmes et que le plaisir fait partie aussi de leur existence et qu'il n'y a pas que le devoir du soin à autrui qui doit prévaloir sur leur droit aussi au plaisir. Oui, et en même temps, parallèlement à ça, on pourrait dire que peut-être certaines se sentent un espèce de devoir conjugal, de devoir donner du plaisir au partenaire, alors qu'elles ne ressentent pas de plaisir en l'occurrence. Oui, tout à fait. Donc, alors c'est d'autant plus vrai après une maternité, une grossesse. Bon, parfois les femmes qui allaitent aussi, donc il y a des modifications hormonales qui provoquent aussi des sécheresses vaginales et qui empêchent les rapports sexuels, même si la plupart des médecins ont tendance à donner le feu vert, j'ai envie de dire 3 ou 4 semaines après la naissance d'un bébé, que l'activité sexuelle peut reprendre à ce moment-là. Mais en général, pour certaines femmes, c'est très bien, elles sont prêtes, c'est OK. Pour d'autres, ça reste assez compliqué. Et bon, pour diverses raisons, je peux en citer une, les femmes qui ont subi une épisiotomie, qui ont eu des douleurs, même si la cicatrice est bien refaite, il peut y avoir une appréhension de la douleur et donc qui va occasionner toute une série de mécanismes de contraction réflexe, hein, donc Joël connaît très bien dans son travail aussi, et qui en fait empêchent les femmes de retrouver une sexualité. Et donc elles ont souvent une culpabilité et beaucoup de peur aussi de ne plus être aimées par leur partenaire, et donc elles acceptent des rapports sexuels sans avoir vraiment envie, dans le but finalement de retrouver un équilibre et dans lequel elles ne sont pas encore, pour lequel elles ne sont pas encore prêtes. Et donc oui, on pourrait vraiment appeler ça un devoir conjugal qu'on aurait voulu effectivement archiver dans le temps, mais qui est toujours bien actif aujourd'hui dans beaucoup de couples. Dans un article, vous parliez du fait qu'un corps en grève est un corps en colère. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Disons que le sens du devoir, donc, qui amène des femmes à avoir des rapports sexuels sans en avoir envie, ça les amène à un moment donné sur une forme de dégoût, en fait, de la sexualité. Donc il va y avoir une série de conséquences
psychosomatiques, donc déjà le fait d'avoir de la culpabilité, de la honte, de la tristesse, de la peur également. Et donc sur le plan somatique, peut apparaître toute une série de symptômes, dont le vaginisme, la baisse de désir, qui est comme effectivement la première plainte qu'il y a en sexothérapie, l'anorgasmie et la dyspareunie. Donc là, c'est quand il y a de la douleur pendant les rapports sexuels, et donc là, on a vraiment on a dépassé les limites depuis très très longtemps dans ces cas-là. Et donc, en fait, le corps se met en grève, c'est-à-dire qu'il va pas supporter effectivement de subir une telle intrusion. Donc les femmes se retrouvent prises comme ça dans un conflit interne entre, d'un côté, le désir qu'elles ont de pouvoir répondre aux attentes de leur partenaire parce qu'elles ont besoin d'être rassurées dans leur relation, et d'un autre côté, le fait qu'elles n'ont pas du tout envie d'avoir des rapports sexuels. Et donc ce conflit va se manifester sous la forme de ces symptômes qui sont en fait des messages que le corps envoie aussi aux femmes de prendre soin d'elles, en fait. Donc, et donc, il y a un moment donné, j'ai envie de dire que les femmes finissent par avoir une colère, parce que quand on discute avec elles en séance, et qu'on creuse un peu, on sent qu'il y a une colère, en fait, une forme d'injustice à subir ce type de situation contre lesquelles elles se sentent totalement démunies. Mais cette colère, au lieu de l'adresser, de l'exprimer envers leur partenaire, mais en l'affirmant, je veux dire, la colère, c'est pas forcément attaquer l'autre, c'est affirmer ses besoins et ses limites. Elles ont cette tendance à retourner cette colère contre elles. Et ça va se manifester effectivement en gros blocage corporel. Donc le corps vraiment est le dernier rempart que les femmes vont avoir en fait pour les protéger de ce qu'elles ne veulent pas faire, de ce que le corps ne veut en tout cas plus faire. Il y a une vidéo qui a fait polémique récemment en France. On y voyait une sexologue qui déclarait que les femmes devaient se forcer à avoir des rapports sexuels avec leur conjoint même si elles n'en avaient pas envie. Et du coup, j'ai l'impression que cette idée est encore répandue effectivement chez certaines patientes. Vous le constatez vous aussi, et avec quelles conséquences peut-être physiques sur leur corps? En fait, juste après, quand les femmes arrivent au cabinet, c'est en général au plus tôt un mois après, et en moyenne au 2e mois postnatal. Souvent, c'est plus, comment je dirais, elles ont souvent plus du tout envie de sexualité. C'est vraiment, elles sont fatiguées d'abord, premièrement, et elles sont épuisées. Et souvent, elles sont aussi dans un apprentissage de se retrouver dans un triangle à 3 ou à 4, ça dépend. Et c'est vrai que ce que moi j'ai remarqué quand même, c'est que dans la majorité des couples, c'est quand même les femmes qui sont des locomotives pour faire avancer les choses. Et même pour faire avancer le changement de rôle de toute la famille. Chacun doit retrouver sa place, c'est vrai que c'est pas évident. Et il y a eu un changement très fort, je dirais, en tout cas en Belgique. Je crois qu'en France, c'est encore un peu différent. Moi, j'ai eu tendance à dire une phrase qui ressemble un peu à cette vidéo, donc je mea culpa quelque part, mais il y a une petite subtilité, c'est que je disais souvent aux femmes... mon homme voudrait avoir des rapports. Je disais souvent, mais l'appétit vient en mangeant. Mais c'est un peu plus doux que... C'est vrai que si petit à petit l'homme revient avec de la tendresse, du temps, et qu'il a été chouette dans la journée, et qu'il a fait ça, c'est vrai que les femmes, on sait comment adoucir une femme. C'est en lui offrant une fleur, en faisant une tâche ménagère qui lui aurait incombé à elle, et puis petit à petit aussi les préliminaires. En fait, ça aussi, c'est très important. Je veux dire, il y a 30 ans, quand moi j'ai commencé à travailler, on parlait très peu de préliminaires. Enfin, je veux dire, c'était le coït, point. Oui. Donc, je veux dire, il y a des hommes, même si la femme n'était pas prête, même si elle n'était pas lubrifiée, en avant. Et donc, j'ai souvent dit aux femmes, il suffit d'avoir mal une fois lors d'un rapport pour qu'on ait un réflexe de fermeture et on n'aura plus jamais envie. Donc moi, c'est vrai que j'avais la chance d'avoir des couples en prénatal, enfin j'ai eu la chance, et je parlais de sexualité avec les hommes. Ah oui, et je leur disais souvent, écoutez, voilà, après, c'est très important d'être très doux. Vous aurez autant peur de refaire l'amour s'il y a un coït avec votre femme, parce qu'un homme aura peur de faire mal à sa femme, mais les femmes ont peur aussi. Donc, c'est pas évident. En plus, quand il y a un bébé qui risque de pleurer à côté, donc n'hésitez pas à caler votre bébé 2 heures chez quelqu'un et puis essayer de vous retrouver en amoureux, d'aller, pourquoi pas,
faire une activité agréable, se balader, aller au resto. Enfin, je veux dire, ça ne doit pas être que ça. Ça ne doit pas être le but de la pénétration, quoi. C'est vraiment important. Oui, j'ai envie de faire réagir Sylvie Losberg. Oui, parce que ce que j'entends quand même, c'est que on est dans un lien qui semble indissociable entre la question du plaisir, la question de la maternité, la question de la pénétration et la question de l'orgasme. Et je pense qu'il faut découpler tout ça. Et je crois que c'est possible aujourd'hui, notamment par la compréhension des mécanismes, mais aussi parce qu'on a une population plus jeune qui a un meilleur accès à la contraception, donc déjà pas le risque d'enfant, qui sait aussi qu'on ne fait pas l'amour qu'en pénétrant, même si on a les images de la pornographie qui est toujours liée à des coïts, même souvent très violents, et que, au fond, le rapport au plaisir se décline aussi aujourd'hui avec les sextoys, etc., sur l'autre versant, c'est-à-dire l'injonction à l'orgasme. Et ce que dit Joël est très important, c'est qu'au fond, le plaisir, il est multiforme, il est polymorphe. Il vient avec une petite caresse, avec quelque chose qui permet d'aller vers le chemin de la rencontre à soi ou à l'autre. Et au fond, tout est sexuel, en clair. Je veux dire, une caresse dans les cheveux, ça peut provoquer beaucoup de plaisir, alors qu'une pénétration peut ne pas en provoquer. Et donc, je crois qu'on doit vraiment... Et c'est pour ça que cette exposition est très importante, parce qu'elle montre à quel point, finalement, il y a aussi des espaces très créatifs, très ludiques, et qu'il faut les investir pour pouvoir, finalement, s'approprier quelque chose de soi-même et avoir un plaisir qui n'est pas... tel ou tel. C'est vraiment polymorphe. Et ça, je crois que c'est vraiment aujourd'hui, on est dans, je pense, un moment de l'histoire où c'est tout à fait possible et cette exposition le démontre. Oui, d'où l'importance effectivement d'avoir ce genre d'exposition qui sensibilise, qui informe, qui change le regard aussi sur la sexualité, notamment des femmes. Alexandra Detro. Ah oui, absolument. Je trouve que c'est une très belle opportunité. Moi, j'ai fait mon travail de fin d'études sur le clitoris il y a 15 ans, donc je suis ravie qu'aujourd'hui, effectivement, on puisse le mettre en avant et rappeler, expliquer comment il fonctionne. Mais il n'y a pas que la notion de plaisir clitoridien, comme vous le dites très bien, Sylvie Losberg, que le plaisir se trouve à différents domaines de l'existence. Et d'ailleurs, quand une femme vient pour un problème de désir, la question que je vais d'abord lui poser, c'est mais quel plaisir trouvez-vous encore dans votre existence ? Et ce n'est pas uniquement sur le plan sexuel. Je pense que le point de départ, c'est de savoir aussi quelle place est-ce qu'elle a encore pour du désir dans sa vie, en fait. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont toujours très, très concentrées, qui ont leur attention très focalisée sur le bien-être de leur partenaire, le bien-être des autres, ce qu'on nomme encore une fois ce fameux devoir de soin à autrui. Et donc, elles en oublient aussi qu'elles ont aussi des droits, en fait. Elles ont le droit de se faire du bien. Mais on dirait que vraiment que c'est inscrit comme ça, culturellement, socialement, que les femmes ont vraiment cette obligation de prendre soin des autres et de les faire passer avant leurs propres besoins. Et donc ici, je trouve qu'on rend un bel hommage aux femmes. Et donc je trouve que cette exposition est une très belle occasion. Mais oui, on en revient à ce qu'on disait effectivement de cette confiscation du plaisir par l'histoire, par le patriarcat, par la politique, de façon générale. Est-ce que les VRAS aussi, j'imagine, ça va aussi participer à cette amélioration ? Pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Il faut en parler depuis que les enfants sont petits. Il faut vraiment... que ce soit, mais pour les femmes âgées aussi. Enfin, je veux dire, j'ai innové en créant des ateliers du périnée joyeux il y a quelques années parce que j'en pouvais plus d'entendre des femmes qui parlaient de leur périnée d'une façon toujours tellement négative et malodorante, douloureuse, etc. Donc les enfants aussi, il faut partir dans ce plaisir de découvrir leur propre corps. Et par exemple, pour la grandeur du clitoris, moi je suis encore étonnée de voir les femmes. On a reçu des petits modèles de clitoris au départ qui mesuraient 2-3 cm alors qu'un clitoris d'une femme, les corps du clitoris sont à peu près la longueur des index d'une femme. Donc c'est à peu près c'est la même taille qu'un sexe d'homme au repos, un clitoris au repos. Et donc c'est pas un petit machin qu'on nous a vendu comme c'est un clitoris plutôt d'enfant, donc on peut montrer aux petites filles, et donc c'est très chouette. Moi je vais beaucoup en Espagne. En Espagne elles ont bien avancé, elles viennent de créer un immense clitoris avec un tunnel et un vagin et voilà, et puis elles font des tricots, des crochets pour aller dans les classes montrer les clitoris aux enfants et que ce soit. Mais donc les VRAS pour moi c'est essentiel. Ouais.
Je vais inviter nos auditeurs à se rendre dans cette exposition. Donc l'expo Clito, la seconde origine du monde, ça se passe sur le campus du Solbosch à l'ULB, donc jusqu'au 9 mai. Vous signalez aussi que Sylvie Losberg donnera dans ce cadre-là une conférence le 12 mars à 18h30 sur cette question de la confiscation politique du plaisir. Conférence avec la possibilité de discuter. Voilà. Conférence et discussion autour de cette thématique. Vous signalez aussi qu'il y a un colloque qui a eu lieu l'année passée autour de cette question des grossesses maternité, avec cette injonction justement au plaisir. Et les actes du colloque vont sortir dans quelques jours. Là, ils seront disponibles sur le site laicité.be. Merci beaucoup à toutes les trois de nous avoir éclairés. On voit qu'il y a plein de pistes à explorer. Donc, merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.